Gérard Vespierre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur et conférencier en géopolitique. Merci de répondre à nos questions sur Cannes en français. Alors, Gérard Vespierre, vous avez pris connaissance de l'article dans Tehran Times, celui qui concerne, qui montre une carte d'Israël avec plusieurs points rouges qui sont les villes israéliennes, mais pas seulement, aussi des villes palestiniennes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une guerre psychologique que mène l'Iran ou des menaces réelles? Je crois que le dossier dont nous parlons ce soir, celui des négociations nucléaires iraniennes, a trois aspects, n'est-ce pas? Il y a un aspect de négociation, donc l'ultra visible. Le beaucoup moins visible, c'est ce qui se passe dans la salle ou dans les salles de réunion. Et puis, il y a le presque invisible qui se passe dans le domaine cyber, pour faire court. Et donc, les attaques ou toute opération qui peuvent être menées de façon secrète ou quasi secrète. Donc là, dans le document que vous évoquez, la carte, on est dans effectivement la communication, la guerre de la communication, la guerre d'influence. Donc il ne faut pas y prêter trop d'attention parce qu'elle ne reflète pas le réel. Mais bien sûr, elle est faite, destinée à influencer, mais il faut se méfier des influences, n'est-ce pas? Donc voilà, il ne faut pas être trop inquiet de cette parution, surtout que elle apparaît dans un journal iranien. Donc voilà, c'est une activité de propagande, si on aurait dit ça il y a quelques années. Alors justement, cette activité de propagande intervient évidemment pendant qu'à Vienne, les représentants iraniens négocient avec le G5+1, donc les grandes puissances, pour un retour éventuel des États-Unis et de l'Iran à l'accord sur le nucléaire de 2015. Vous dites c'est semi-secret puisque les choses se passent dans un huis clos, hein, on ne peut pas savoir exactement ce qu'il s'y passe. Néanmoins, d'un côté, du côté occidental, on dit que pour le moment, ces discussions ne sont pas prises au sérieux par l'Iran, alors que Téhéran affirme qu'il y a des avancées. Qui faut-il croire alors? Mais je crois qu'il y a à nouveau dans l'expression officielle du contenu des négociations un jeu d'influence et de communication. Donc chacun essaye de tirer la couverture à lui, pour employer une expression plus banale. Et donc l'Occident essaye de effectivement durcir en disant que la négociation n'avance pas, et l'Iran bien sûr prend la position opposée. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au fond, il y a à Téhéran un pouvoir radical, différent dans sa sensibilité, non pas dans la stratégie, mais dans la sensibilité par rapport au gouvernement précédent du président Rouhani. Donc là, on a affaire à des extrémistes qui ont du sang sur les mains. Raisi est un ancien, n'est-ce pas, exécuteur des autres œuvres dans différentes prisons. Oui, on l'appelle Donc d'ailleurs le boucher de Téhéran, on l'appelait. Donc, voilà, voilà. donc on a affaire à un pouvoir, et c'est à dessein que cette stratégie a été adoptée par le guide et par les sources du pouvoir en Iran, de façon à mettre la barre le plus haut possible vis-à-vis des puissances occidentales. Et donc, de ce fait, il ne peut y avoir des actions vraiment pertinentes que dans le cyber, que dans le secret, pour influencer ce pouvoir radical. Il n'est pas question d'opérer dans le visible, de faire des frappes de missiles, etc. Il faut que les choses se passent comme elles se sont passées de 2008 à 2013, de façon à amener les Iraniens à la table de négociation pour aboutir aux accords de 2015. Il ne faut pas oublier les attaques cyber contre la centrale où se trouvent les centrifuges à Natanz de 2008 à 2010. Il ne faut pas oublier l'élimination de 4 hauts responsables du programme nucléaire iranien dans les rues de Téhéran et des alentours, comme nous avons vu l'an dernier, il y a pratiquement un an, au mois de novembre, l'élimination de Fakhrizadeh qui était en charge du programme nucléaire. Donc il y a une guerre de l'ombre, c'est ça qu'il faut essayer d'identifier, essayer de comprendre, parce que c'est le cœur de la négociation. Et justement, est-ce que ces négociations ont une chance d'aboutir, Gérard Vespierre? Est-ce que vous pensez réellement que l'Iran reviendra à l'accord de 2015? Et aussi, on sait que les États-Unis voudraient y voir ajouter d'autres termes, comme par exemple le missile balistique iranien, ce que Téhéran refuse. Et finalement, c'est un petit peu la règle du jeu. Si on revient à un accord, il faut que ce soit l'accord initial.
Alors, il y a effectivement deux éléments dans ce que vous exprimez. Un élément de temps, combien de temps est-ce qu'on va y arriver? Et deuxièmement, le contenu. Donc sur le temps, j'évoquais 2015, et il a fallu 2 ans et demi entre le début des contacts et la signature de l'accord. Donc c'est une très longue période. Cette fois-ci, la période sera beaucoup plus courte parce que nous avons un cadre, celui de 2015, et il s'agit de revenir peu ou prou autour de ce cadre et peut-être effectivement d'y ajouter un ou deux paramètres sur l'influence régionale, sur le programme balistique. Mais il est bien évident que la situation intérieure iranienne est pré-explosive, que le pouvoir iranien, aussi radical soit-il, doit en tenir compte, car il se peut qu'il y ait dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir des agitations fortes en Iran parce que la situation économique devient intenable par le taux de chômage, la hausse des prix, l'inflation et le glissement du pouvoir d'achat de plus en plus réduit des retraités parce que la monnaie perd de sa valeur. Justement, pour s'intéresser un petit peu à la population iranienne, c'est finalement elle qui est victime de ce bras de fer entre l'Occident et l'Iran. Évidemment, elle est victime d'abord du régime autoritaire iranien. On l'a Tout vu, à hein, fait. quelques manifestations qui ont été réprimées par le régime, notamment sur la question de l'eau, puisque certaines régions manquent d'eau en Isfahan, Iran. oui. Voilà. Et est-ce que vous pensez, on pense que la révolution viendra finalement, ou en tout cas la meilleure pression possible sur le régime viendra de sa population. Vous pensez que la population iranienne est aujourd'hui assez mûre pour cela? Je pense que la cause principale de la révolution à venir est le régime lui-même. Il faut impérativement avoir présent à l'esprit une phrase terrible de Khamenei de novembre 2019. Vous voyez, elle a 2 ans, Mm. lors des manifestations contre la hausse du prix de l'essence. Et Khamenei a dit cette phrase horrible: entre les demandes du peuple et les objectifs de la République islamique, je choisirai toujours les objectifs, c'est-à-dire l'influence régionale, c'est-à-dire le programme militaire, c'est-à-dire les passes d'Aran, etc. Donc voyez-vous, le régime porte en lui-même ses limites et les causes de sa probable chute. J'ose dire que ce régime annonce lui-même sa chute. La chute est systémique, elle est liée à la structure philosophique, politique de ce régime. Et donc, d'avoir ignoré pendant 30 ou 40 ans le peuple et les besoins, eh bien, conduira forcément à une explosion. J'ai fait une présentation récemment où il était question de l'économie iranienne. On voit que depuis 40 ans, c'est-à-dire toute la période de la République islamique, eh bien, le taux de croissance a fléchi depuis 40 ans. On voit que le taux d'inflation, au contraire, lui, a augmenté. On voit que le taux de chômage a augmenté au cours de ces 40 années. Donc, il ne s'agit pas de mettre en cause, comme on l'a fait trop souvent, les sanctions américaines de 2018. 2018, c'est hier. Mm. Là, il s'agit effectivement d'un glissement systématique de l'économie iranienne depuis 40 ans. Et donc, l'auteur, les causes de cette situation-là, c'est le régime lui-même dans les choix stratégiques qu'il a fait: dépenser de l'argent au Liban pour soutenir et créer le Hezbollah, dépenser de l'argent en Syrie pour soutenir Bachar el-Assad, soutenir le régime chiite au Yémen et soutenir les milices pro-iraniennes en Irak. Tout ça, ce sont des milliards de dollars auxquels s'ajoutent les milliards de dollars pour le nucléaire et Mhm. pour le programme balistique. Oui, les centrifugeuses flambant neuves qu'on a vues sur certaines images, Exactement. Et effectivement. tous ces investissements qui ont été faits dans le militaire, finalement, M majuscule, donc que ce soit pour le Hezbollah, grandes dépenses militaires aussi en Iran, en Irak et au Yémen, eh bien, ce ne se font pas dans l'industrie pétrolière, ce ne se font pas dans les infrastructures, ça ne se fait pas dans l'enseignement, ça ne se fait pas dans l'industrie iranienne. Effectivement. Merci beaucoup, Gérard Verspierre, de nous avoir consacré ces quelques minutes sur Canon français. Je rappelle que vous êtes chercheur et conférencier en géopolitique. Merci beaucoup et une bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir.